Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous. On pensait que la grande révélation de ces playoffs 2023, c'était les performances de Shai Mamou et d'Antoine Pimel le matin dans le CQFR que vous pouvez retrouver donc chaque matin, du lundi au vendredi. Et en fait, non, on a été bluffé parce que comme chaque année, durant chaque playoff, c'est le moment où des carrières se font, d'autres se défont. On a eu l'occasion de parler des déceptions de joueurs ou d'équipes jusqu'à présent. Et là, aujourd'hui, on a voulu se concentrer un petit peu sur les révélations, les joueurs qui ont surperformé, le terme est peut-être pas propre, mais en tout cas les joueurs qui se sont vraiment montrés à un niveau auquel on ne s'attendait pas forcément. Pour parler de tout ça, je rejoins par le dynamique duo du matin, Antoine Pimel, Shai Mamou, comme toujours. On s'est quitté il y a quelques heures où on parlait de la série Boston-Miami qui va se jouer en 7 manches. Le match décisif ce soir, puisqu'on est le lundi 29 mai. Forcément, finalement, si Miami devait perdre ce match 7, ça serait une énorme déception puisqu'ils ont mené 3-0. Malgré tout, sur le fond, on ne peut pas s'empêcher de regarder sur le papier l'effectif de cette équipe de Miami, de voir le nom des joueurs blessés ou indisponibles et de se dire que finalement, c'est déjà assez incroyable que cet effectif se soit hissé aussi loin après une saison régulière aussi compliquée. Donc il y a forcément des joueurs qui ont montré le bout de leur nez, qui ont réussi à compenser les manquements d'autres joueurs. Il y en a plusieurs dans cette équipe et je vous propose qu'on commence à parler de ceux-ci. Moi je vous propose d'orienter un petit peu, je voudrais parler de Caleb Martin pour commencer. Je vais vous laisser peut-être ouvrir le débat et puis après je vous dirai ce que je pense de ce joueur, mais c'est vrai que c'est incroyable et notamment dans cette série face aux Celtics, on pourrait même se poser la question de savoir si c'est pas tout simplement le meilleur joueur du hit. Si finalement Miami passait ce soir contre Boston au jour J là, donc on ne sait pas encore ce que Jimmy Butler ou Bam Adebayo feront dans le Game 7, mais en tout cas sur les 6 premiers matchs, moi j'ai le sentiment que c'est tout simplement le meilleur joueur ou du moins le joueur le plus stable de cette équipe du Miami Heat. Ça se tient comme affirmation, enfin comme hypothèse. Ça fait bizarre de dire ça alors que Jimmy Butler est dans l'équipe et qu'il les a emmenés aussi loin et que même s'il a un peu de difficulté, ça reste Jimmy Butler. Mais quand tu vois que Caleb Martin, qui a intégré le 5 la nuit dernière, Spoelstra l'a mis dedans, là sur cette campagne de playoff, il est à 13 points de moyenne en shootant à 55%. Et c'est un peu un homme à tout faire. Il est là dans l'énergie, il est très bon des deux côtés du terrain. Il est capable de lisser son niveau de jeu offensivement de manière un peu inattendue. Même quand on a suivi un peu la saison du 8 avec ses hauts et ses bas, c'était pas garanti du tout que Caleb Martin soit capable de faire des matchs à 25 points comme il l'a fait au début de la série contre Boston ou même à 21 points comme sur le dernier match. C'était pas du tout garanti. Et là, ça devient un type... ça fait partie de ces joueurs dont la confiance a grimpé en flèche avec cette post-saison. À Miami, on en a parlé, tous ces role-players autour de Butler. Et Caleb Martin, qui est un joueur qui en saison régulière est un peu... il passe un peu à travers les gouttes en règle générale, parce que déjà peu de gens ont regardé le hit, je pense, vraiment assidûment cette année. Et même par rapport à ce qu'il a montré en saison régulière, c'était un niveau supérieur en playoff, clairement. Je pense que c'est le plus consistant. Le meilleur, je ne sais pas, mais le plus consistant. Moi, ce qui me surprend, ce que je note, c'est vraiment son adresse à 3 points. Même si ce serait injuste, effectivement, de résumer son jeu à ça. C'est quand même un mec qui a de la taille, qui a du physique, qui joue toujours dur. Mais je trouve que son adresse à 3 points, lui, ça le fait basculer dans une autre dimension et ça fait basculer Miami dans une autre dimension. Je pense que même s'il n'avait pas été particulièrement mauvais à 3 points depuis son arrivée en NBA, il n'était pas non plus étiqueté shooter. Là, le fait de pouvoir étirer les lignes, lui, ça lui permet de libérer le reste de son jeu, dans le sens où c'est quand même un mec, comme je disais, qui a de la taille et un certain physique. Si tu te mets à avoir des espaces pour driver, grâce au fait que tu es un bon shooter à 3 points, voilà, tout ça, c'est ce que je trouve ce qui est un des points les plus intéressants chez lui. Et je vous ai retrouvé son scouting report de l'époque avant la draft. Et c'est assez intéressant parce que ce que notait l'un des scouts, c'est que mis dans le bon système, il prévoyait que Caleb Martin, voilà, ça serait sûrement une arme en sortie de banc, même si là on voit qu'il est passé titulaire, une arme en sortie de banc dans une bonne équipe. C'était sa prédiction, tu vois, la prédiction
pour lui, notamment s'il se retrouvait en fait dans le bon système. Il pourrait vraiment se développer en très bon joueur de banc. Je pense que Miami, on peut considérer ça comme un bon système et avec un bon staff pour développer des joueurs. Donc, quelque part, ce scout avait vu juste. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est ce qui se passe pour Caleb Martin, même si à nos yeux, ça reste surprenant. Hein. Je pense qu'on n'avait pas vu venir un Caleb Martin qui pèse dans une équipe qui arrive jusqu'en finale de conférence. Ce qui est drôle, c'est que c'est son frère qui a été drafté et pas lui. Et donc, ça participe un peu à cette équipe du 8 avec des mecs revanchards. Même quand il y a des jumeaux qui ont un talent supposé égal au lycée et à la fac, c'est le 8 qui arrive à prendre le mec non drafté et qui se révèle être peut-être un. Alors, il a encore le temps, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais peut-être un titulaire fiable en NBA. Ouais, moi ce que je trouve assez incroyable en fait dans Caleb Martin, alors tu parlais de son adresse à 3 points, c'est vrai que c'est un game changer un petit peu pour son jeu, mais moi en fait c'est quand même sa qualité de finition, parce qu'en fait c'est un joueur qui est en pleine confiance, qui attaque les intervalles systématiquement sans relâche, et en fait, je trouve que souvent ce qui fait la différence entre des bons joueurs et des très bons joueurs, ou du moins ce qui fait la différence entre un niveau et un autre, c'est la capacité de ces joueurs-là à finir en fait. Et moi, sa qualité de finition au cercle, je la trouve vraiment, elle est bien au-delà de ce que j'aurais imaginé, surtout dans la constance. Il attaque fort, les finitions quand même Boston, bon... On est tous d'accord pour dire que la défense de Boston a des hauts et des bas, mais globalement, c'est quand même une équipe qui défend bien, avec des aides bien organisées. Et moi, je continue d'être bluffé en fait tout au long de cette série par sa capacité à prendre le contact et trouver des angles différents pour pouvoir finir. Il a un contrôle en l'air en fait que je trouve vraiment extraordinaire. Alors, je vais pas dire que c'est Kyrie Irving ou Tony Parker des grandes années. Hein. Je suis pas en train de le mettre à ce niveau-là, mais il a quand même une capacité à absorber les contacts et à trouver des angles pour finir au cercle, que je trouve vraiment intéressante, et je pense qu'ils sont transposables à tout un tas d'autres contextes. Voilà, c'est un scoreur en fait. Ouais. En fait, il a un vrai potentiel de scoreur. C'est peut-être ça le truc le plus fou sur ces playoffs, c'est de se dire que Caleb Martin, et là de toute façon là il est passé dans le 5, il pourrait devenir pas une star, mais un scoreur en NBA, entre son adresse extérieure, cette capacité à finir. C'était un scoreur à la fac. Après, à la fac, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Tu vois, chez les pros, tu peux être un énorme scoreur à la fac ou à l'étranger et avoir un rôle ultra défensif en NBA. Là, il a 13 matchs depuis le début des playoffs où il a au moins mis 10 points, alors qu'on sait que c'est pas, à la base, c'était pas le joueur avec le plus gros temps de jeu. Donc déjà, apporter ça... Donc 13 matchs à au moins 10 points, et il en a fait à 22, 25, 15. Il a montré qu'il était capable, effectivement. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui, avec plus de responsabilités et de ballon, mais bon, peut-être dans une moins bonne équipe pour le coup, et là ce serait différent, mais il peut mettre sa vingtaine de points sans problème. En fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, je serais peut-être pas forcément aussi catégorique que toi, Shai, tu vois, parce que c'est vrai qu'il bénéficie aussi de contexte, dans le sens où malgré tout, les défenses sont obligées de respecter Jimmy Butler, sont obligées de respecter les shooters extérieurs qu'il y a dans cette équipe du 8. Par contre, je trouve qu'il montre qu'il peut vraiment être une deuxième ou une troisième option. Je pense que même deuxième, ça serait peut-être le voir un peu haut, mais une troisième option régulière dans une équipe qui joue bien, en fait, dans une équipe qui est déjà armée. Et c'est pas si simple de... En fait, moi, je continue d'être bluffé aussi par la largeur de sa palette. Finalement, on a vu qu'il est parfois capable de monter la balle. C'est un défenseur plus que correct. Dans le dernier match, il prend 15 rebonds, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est un petit peu, voilà, c'est vraiment le type de joueur que tu peux missionner, envoyer sur des missions qui sont hautes que le scoring. Et moi, c'est vrai que souvent, quand on parle des meilleurs sixième hommes de l'année, en gros, c'est des scoreurs qui rentrent, ils ont carte blanche, et puis on leur demande de ne pas faire grand-chose d'autre. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce joueur-là, c'est qu'il ne fait pas que ça, en fait. Il peut être décisif en défense, il peut être décisif au rebond. Offensivement, effectivement, je pense que... Alors, je ne sais pas si c'était qu'il a débloqué un niveau qu'il n'avait pas encore montré, ou s'il avait toujours eu ça, finalement, en lui. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une révélation du côté de Miami. C'est un joueur qui est vraiment précieux, qui va être à suivre. Et puis, il a montré qu'il n'avait pas peur des moments chauds, quoi. Je ne sais pas si je sais pas si je serais capable de le voir vraiment. En fait, je me dis que si c'est lui ton troisième marqueur, c'est que ton équipe a... Alors, c'est aujourd'hui Miami en finale de conférence, donc bon, c'est... Le bilan parle pour eux, mais je pense que si c'est le troisième meilleur marqueur de ton équipe, c'est peut-être un peu juste. Par contre, je vois, par exemple, pour faire un parallèle avec une autre équipe qui marche très fort,
Si c'est une forme de Kentavious Caldwell-Pope, qui a longtemps aussi été perçu comme un scoreur, tu vois, à la fac, même à son arrivée au NBA, c'était un mec quand même qui faisait des saisons autour des 15 points par match, et quand il était jeune, on se disait, bah tiens, il est jeune, il va progresser, il a le potentiel pour être un joueur à 20 points. Caleb Martin, il a déjà 27 ans. Par contre, je pense qu'effectivement, tu le mets titulaire dans une très bonne équipe, il peut t'amener un soir du scoring, un soir du rebond. Tu vas penser le limiter soit à son adresse extérieure, et là, il va te driver 5 fois sur la tronche, ce que fait parfois Caldwell-Pope avec les Nuggets. Tu le limites à son drive, il va te mettre 3-4 paniers à 3 points importants, il va prendre des rebonds. J'arrive bien à l'imaginer comme un joueur comme ça, mais en tout cas, effectivement, un joueur intéressant dans une équipe qui gagne. Ouais, tu vois, je donne juste un exemple, c'est le premier qui me passe en tête. Imagine-le au Dallas Mavericks. Tu vois, je trouve que c'est pile le type de joueur en fait qui manque à une équipe comme Dallas, qui a besoin de quelqu'un qui peut porter la balle, créer un peu pour lui, pour les autres, qui peut jouer avec un Luka Doncic et qui peut aussi créer pour lui-même quand il sort, s'il sort du banc ou s'il n'est pas avec la star. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs équipes de ce type-là, des équipes ambitieuses. Alors les Mavericks sont pas au niveau de... Cette année, ils n'ont pas fait les playoffs, tu vois, mais ce que j'ai, des équipes vraiment ambitieuses. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de joueur un peu plug and play, quoi. Il suffit qu'il soit une équipe structurée, avec structuré, et j'ai l'impression qu'il peut apporter son impact dans pas mal d'équipes, et c'est là où je trouve qu'il sort un petit peu du lot, où on se rappelle d'équipes que ce soit du Jazz ou des Hawks ou même des Spurs à un certain moment qui dont le collectif révélait certains joueurs, et après ils changeaient d'équipe, on se disait bah, où est-ce qu'il est passé ce joueur-là, toi qui n'ont jamais pu avoir le même impact ou peser autant. J'ai l'impression que Caleb Martin, il a suffisamment de qualité individuelle pour pouvoir avoir une carrière, ou du moins exister en NBA, même en dehors du cadre de ce... Mais ça, on va le découvrir, parce que bon, là, il lui reste une année de contrat, après il a une player option, mais il a 6,8 millions de dollars la saison. Là, comme tu disais, là, il y a un marché pour lui, il y a plein d'équipes qui ont vu ce qu'il donnait en playoff, qui sont prêtes, à mon avis, à lui donner plus que ça. Sa player option à 7 millions, à la fin de la saison prochaine, il va la décliner, si toutefois il n'a pas prolongé avant, mais dans tous les cas, quoi qu'il advienne, il a augmenté sa valeur et l'argent qu'il sera en mesure de réclamer après. Ce serait intéressant presque de le voir dans un autre contexte que celui du Heat, même si je lui souhaite aussi, à mon avis, c'est mieux pour lui de jouer dans une équipe bien structurée et pas en tant que une équipe qui lui dirait bah tiens, maintenant t'es notre deuxième option, on va mettre les 20 points par match. Et je pense que là-dessus vous avez raison, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour lui. Il faut qu'il garde ce rôle de couteau suisse, de mec qui apporte tout ce qu'il a montré là jusque-là. Antoine, toi, il y avait un autre joueur du Heat, je crois, dont tu avais envie de parler. Bah ouais, alors Gabe Vincent dans un autre registre, mais qui quelque part on peut aussi retrouver des aspects similaires. C'est des joueurs que tu te dis que tu peux les mettre un peu n'importe où et ça va être des joueurs consistants. Lui, on est quand même plus sur du manieur de ballon que finisseur, même si c'est pas un playmaker au sens propre du terme. C'est plus vraiment, tu vas le voir en poste 1-2 ou en complément d'un 1 très fort qui a beaucoup le ballon. Mais ce que je trouve fort sur ces playoffs, c'est la confiance qu'il dégage, quoi. Je trouve que la phrase sur Eric Spoelstra, sur les joueurs non draftés, genre au bout d'un moment, il faut les respecter, c'est plus leur étiquette, c'est plus joueurs non draftés, elle s'applique très très bien à Gabe Vincent, quoi. Ça fait un moment qu'il est là, il a lâché des gros matchs, et sur ces playoffs, il y a eu des matchs où clairement c'est lui qui porte Miami. Ce gars-là, je trouve, lui aussi se révèle, même si bon, ça pourrait s'appliquer à plein de joueurs du 8. Mais je trouve que voilà, Martin et Vincent, c'est les deux qui me parlent le plus dans ce côté hausser leur niveau de jeu sur ces playoffs. Je savais que tu mettrais un Nigérian, c'était obligatoire. Gabe Vincent, de son vrai nom, c'est quoi déjà son nom? Le nom d'usage qu'il utilise pour le Nigeria, c'est Gabe Namdi, je sais plus. Ouais. Bref, c'était pour l'anecdote, mais sinon je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, son absence avait fait beaucoup de mal sur le match précédent, parce que ça a un peu cassé. Même si Boston était déjà en train de revenir dans la série, il est vraiment essentiel, et ça fait partie aussi de ces joueurs auxquels Spoelstra donnait beaucoup de confiance. Ce que Théo disait sur le fait que c'est des joueurs qui avaient eu le droit de faire des erreurs sur la saison précédente, par exemple, qui avaient pu un peu prendre la température, montrer ce qu'ils valaient, et aujourd'hui ils jouent justement plus comme des mecs non draftés, mais comme des types qui sont là pour une raison et qui ont tout à fait leur place dans une équipe finaliste de conférence. Ouais, ce qui est intéressant pour Gabe Vincent, c'est vrai qu'au-delà de l'attitude et de ses qualités de scoreur, hein, même dans le match 6, c'est vrai que bon, il revenait de blessure, il y a quelques paniers là où
lui, on en parlait ce matin vous en parliez ce matin dans le CQFR, était catastrophique à la réussite dans la raquette. Lui aussi, il rate des paniers où tu dis, bon, bah, tu vois qu'il est diminué, quoi. Il prend bien le contact et puis le lay-up tombe pas. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que pour un joueur de son gabarit, je trouve qu'il arrive à pas tant subir que ça défensivement. C'est-à-dire que c'est un bon défenseur qui est petit, mais qui se fait pas autant exploiter que d'autres joueurs de sa taille, je trouve. Il a une dureté au contact et dans les appuis qui lui permet de ne pas subir tant que ça et de ne pas être une cible systématique en défense. Il est plus costaud qu'un Patty Mills, tu vois. Par exemple, tu vois, en attaque, j'arrive à faire des rapprochents avec Patty Mills. Ouais. Tu vois, le côté superstar de sa sélection, qui score beaucoup en sélection et qui a un rôle un peu plus où en NBA, il va se contenter d'être souvent en spot-up ou de jouer des pick and roll pour tirer en sortie d'écran. Là, lui, clairement, je suis d'accord, défensivement, tu sais que ça ne va pas être Patty Mills et qu'il ne va pas te concéder 15 points et tu vas prier pour qu'il en mette 20. Quoi. Il fait 6 cm de plus que Patty Mills, quand même. Oui, après, il est plus grand. Mais bon, oui, non, mais par contre, je vois le rapprochement, par contre. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est je trouve que finalement lui, alors c'était déjà peut-être une révélation de la saison régulière parce que finalement il avait encaissé le fait de passer titulaire et je trouve que c'était quand même un des ajustements vraiment intéressants de Miami, c'est que lui d'une part a réussi à s'ajuster et à jouer comme un titulaire plus que respectable dans cette équipe du 8 et que Kyle Lowry dans le même temps a accepté de sortir du banc et de prendre son nouveau rôle. Et je trouve que leur articulation, finalement, a très très bien fonctionné du côté de Miami. Ça, c'est... Alors, c'est, comment dire, faut le mettre au crédit de l'équipe, du coaching staff et de l'encadrement qui a réussi à faire accepter ses choix aux joueurs et aussi aux joueurs... d'une part Gabe Vincent, mais aussi Kyle Lowry, parce qu'on sait que c'est jamais simple ce genre de situation. On sait qu'il y a des meneurs qui ont préféré partir plutôt que de changer de statut et d'aider d'autres jeunes meneurs à grimper. C'était quand même je trouve que ça illustre en fait aussi le succès de Miami et le fait qu'ils soient jusqu'à cette finale de conférence et qu'ils aient mené 3-0 et qu'ils soient encore en passe de peut-être pouvoir atteindre les finales. C'est cette capacité des joueurs et du staff à s'adapter en fonction de ce qui se passe dans l'année, des match-up en play-off, du match par match. C'est quand même assez époustouflant, je trouve. Mais d'ailleurs, même si c'était déjà une révélation pendant la saison régulière, il a quand même haussé son niveau de jeu en play-off, en fait, Vincent. Alors, un peu moins sur le deuxième tour, mais sur le premier tour contre Milwaukee. Et là, sur ses finales de conf, il est à 17 points par match contre Boston. Non, tu as raison, c'est que la blessure de Tyler Hero l'a forcé aussi à prendre plus de... Exactement. Voilà, d'être plus agressif offensivement, quoi. Mais ce qui est fou, puis on a déjà pas mal parlé des joueurs du 8, c'est quand même... c'est le degré d'assurance, en fait, je trouve. C'est ça. Gabe Vincent, de Caleb Martin, et même, j'ai envie de dire, son nom m'échappe. Robinson, je ne retrouve plus. Duncan Robinson, voilà. Le mec, il est mis au placard pendant une saison complète, quasiment. Et là, bien sûr, il rate ses 2 tirs à 3 points de la fin dans le match 6, mais l'assurance avec laquelle le mec rentre sur le terrain, moi, j'ai quand même rarement vu ça, en fait. Cette capacité à faire sortir des mecs du banc et que les mecs jouent comme s'ils avaient toujours été titulaires ou s'ils avaient toujours été forts dans le contexte du moment. Alors, je sais pas comment... Enfin, je serais curieux de voir à quoi ressemblent les entraînements de Miami et notamment, au-delà des titulaires, de voir les entraînements des remplaçants ou des joueurs de bout du banc, en fait. Parce que c'est pas facile, en fait, t'as pas joué depuis je sais pas combien de temps, tu rentres, il faut que tu sois tout de suite dans le rythme, notamment pour un shooter, là, que tu te dises, je rentre, je tire, je prends des tirs à 3 points. Je repense, en regardant le match là, du match 6, je parle pas du tir où Duncan Robinson est tout seul à 3 points, mais il y a un moment où le 8 sur la fin, je me rappelle plus à quel moment, vraiment surtout la toute fin, ils prennent un rebond défensif ou une interception, ils relancent. La balle arrive dans les mains de Duncan Robinson alors qu'il y a encore du temps sur la possession pour aller chercher un panier plus sûr. Il s'arrête, il prend le tir à 3 points alors qu'il est 1 mètre derrière la ligne. C'est un tir qu'il peut mettre, bien sûr. C'est un tir qui rate en l'occurrence. Et au bout du compte, sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi ce tir ? Tu as le temps, tu peux chercher autre chose. Pourquoi ce tir ? Et en fait, en y réfléchissant un peu plus, je me suis dit, non, en fait, c'est que lui, quand il rentre sur le terrain, le message de l'équipe, c'est si tu es ouvert, tu shootes. On se fout du contexte. Tu es ouvert, tu prends le tir. Et finalement, je pense que ce tir n'était pas le bon tir à prendre, mais c'est cette attitude et cette confiance du staff qui fait qu'il a mis tous les précédents, en fait. Enfin, c'est comme ça que je verrais le truc, quoi.
On en avait parlé, on avait dit à Miami, ce qui est fort, c'est que tu sais que tu peux, surtout pour des mecs comme ça, en fait, tu peux faire, entre guillemets, des erreurs ou en tout cas rater des choses et quand même garder la confiance du staff. Et je pense que ça t'aide à être libéré mentalement. C'est une clé. Si tu n'es pas un joueur majeur qui a été programmé pour être une superstar, euh, c'est dur de construire cette confiance pour prendre des actions de ce genre, tu vois, des tirs vraiment à ton compte. Et il faut que tu sois poussé par ton staff. Si tu as peur de rater, en tant que role player, je pense que c'est mort. En tout cas, offensivement, pour un impact, ça me semble trop compliqué. En tout cas, de manière régulière, clairement. Non, t'as raison. Et puis c'est aussi une manière de trier un peu les informations. C'est-à-dire que tu sais que les meilleurs joueurs, globalement, sont quand même ceux qui ont la plus grande capacité à lire le jeu, etc. Et souvent, c'est quand même comment dire, un des aspects qui sépare les très grands joueurs des bons joueurs ou les joueurs forts des joueurs moyens, en fait. C'est cette capacité à comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que pour des role-players, et moi, je pense que Duncan Robinson, pour avoir écouté certains de ses podcasts, tu vois que c'est un mec, c'est un mec intelligent. Mais finalement, de lui dire, si tu es ouvert, tu shootes, tu te poses pas la question. Et quand on sait qu'une de ses grandes qualités, c'est aussi sa vitesse de tir, ça permet de faire le tri, en fait. Quand il rentre sur le terrain, il n'a pas 50 questions à se poser. S'il n'est pas ouvert, il va jouer un main à main avec Bam Adebayo ou essayer de prendre un pic pour lui donner la balle. Et s'il est ouvert, il shoot sans se poser la question. Et c'est aussi à mettre... c'est là où le contexte il est important pour les joueurs comme ça qui se révèlent, les mecs qui n'ont pas été draftés ou qui ont été draftés bas et finalement qui explosent sur la fin. Là, on se dit mais comment ça se fait que des équipes comme Miami, comme les Spurs à une époque, comme d'autres, arrivent à faire se révéler des joueurs comme ça. Je pense que c'est vraiment basé aussi sur comment identifier les forces de tes joueurs, tes role-players, et comment arriver à les mettre en capacité de tirer le maximum de leurs forces et de minimiser finalement les défauts qui font qu'ils n'ont pas été révélés avant, quoi. Et il y a aussi qu'ils prennent pas n'importe qui. Après, on va pas épiloguer, enfin, on revenir en détail sur la culture du 8, mais que ce soit des joueurs comme Adebayo ou les joueurs un peu sortis de nulle part ou qui. Enfin, Duncan Robinson, il voulait être journaliste, il avait déjà envoyé des candidatures. Des CV, basket session. Antoine lui a dit non. Il voulait pas. Après, Antoine shoot mieux que Duncan Robinson, mais ça, c'est le secret le mieux gardé. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi qu'ils ont, que ce soit par les entretiens, par les workouts qu'ils ont fait en les mettant à l'essai, le hit vise un certain type de personnalité et de capacité à réagir dans les situations, d'adaptabilité, plein de choses comme ça. Et ça vaut pour Duncan Robinson, pour Adebayo, pour tous ces joueurs-là qui n'étaient pas attendus forcément. Adebayo a été drafté haut, mais c'était quand même une surprise de le voir assez haut. Il y a cette histoire sur son workout où il devient fou parce qu'il lui demande tout un tas de trucs complètement insensés et où à la fin ils se disent non mais c'est bon, c'est lui qu'on veut, c'est personne d'autre. C'est juste pour dire que de Duncan Robinson. Le papier sur Basket Session, Shai, si je me trompe pas. Il y en a un notamment, mais ça vient d'un long papier de Zach Lowe là-dessus sur Adebayo, l'année où il se révèle vraiment, et on avait fait un papier par rapport avec des extraits dedans où tu vois qu'ils lui font des trucs totalement insensés, où il doit pas s'arrêter, et au final, il finit par insulter tout le staff, Spoelstra, Pat Riley et tout, et ils se disent non, c'est bon, c'est notre gars, c'est lui qu'on veut, il est capable de. C'est un gars de 8. Voilà, c'est pour dire que c'est un peu, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que le 8 arrive à donner de la confiance à ces joueurs-là, mais je ne sais pas si ça marcherait avec tous, en fait. Ils ont été ciblés aussi pour ça, ils ont eu leur chance pour ça, justement. C'est clair. Mais c'est clair que, il y a ce côté, tu sens que dans le recrutement, dès qu'ils voient un joueur qui est un peu revanchard ou qui va pas baisser les bras, qui va s'acharner, ça, je pense effectivement, il y a une colonne dans le dossier Excel de Pat Riley et du staff en se disant, bon, ça, c'est un mec qui peut être intéressant pour nous. Allez, je vous propose de basculer vers le joueur qui est probablement quand même la plus grosse révélation de ces playoffs. Sans surprise, on va parler un peu d'Austin Reeves aux Lakers. Je vous livre quand même ses stats sur les playoffs. En 16 matchs de playoffs, donc 17 points de moyenne à 46,4%. 44,3% à 3 points, 4,4 rebonds, 4,6 passes, 1,6 balles perdues seulement. On savait qu'il avait montré qu'il pouvait jouer pendant la saison régulière, mais je pense que vraiment ces playoffs ont prouvé, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu ces playoffs, c'est que c'est pas simplement un mec qui peut jouer, c'est un vrai joueur, c'est un mec qui peut avoir de l'impact dans une vraie équipe qui joue des choses. Et il a montré, et on va revenir en détail, moi, une des choses qui m'a le plus quand même frappé, c'est le degré de maturité d'Austin Reeves et l'assurance
avec laquelle il a joué quand il avait la balle entre les mains, notamment dans des moments chauds, sachant qu'à côté de toi, tu as LeBron James, quand même. Je veux dire, de toute la carrière de LeBron, il n'y a pas 50 mecs à qui il a laissé, prendre le ballon. On peut dire Kyrie Irving, et derrière, je vous laisse trouver un deuxième exemple, mais il n'y en a pas 50, quoi, des mecs à qui il a laissé gérer le jeu comme ça. Il y a une autre stat qui me semble importante, au-delà des stats brutes, c'est le plus 73 de plus-minus. C'est simple, c'est le meilleur plus-minus des Lakers sur tous les playoffs, et pas de peu. C'est-à-dire qu'il a 19 points, il a 19 points d'avance sur Anthony Davis sur le plus-minus. Et tu vois, pour Caleb Martin, je disais, ouais, je sais pas, est-ce que c'est vraiment ton troisième scoreur ou je sais pas quoi, même si c'était. Là, pour le coup, pour Austin Reeves, je pense que ça peut clairement être une star. C'est-à-dire, voilà, pour Caleb Martin, j'avais dit, ouais, on avait tous dit que ça ne deviendrait pas forcément une star, mais qu'il y avait une capacité effectivement à scorer. Lui, Austin Reeves, je pense qu'il y a un vrai potentiel de star. Je pense qu'on l'a vu et je pense même qu'on l'a déjà répété, mais je pense que les Lakers ne l'ont même pas assez exploité. Mais oui, c'est ce qu'on aurait dû. On a pas arrêté mais, de dire, mais quelque part, je comprends. En fait, quand un joueur se révèle, c'est dur de prendre le recul et de se dire attends, c'est vraiment lui là, notre meilleur joueur. Tu vois, tu peux être tenté de te dire non, on reste sur les acquis. Tu vois, tu restes sur ce que tu connais déjà. Et surtout, si en plus ce que tu connais déjà, si ta star c'est LeBron James et qu'en plus derrière dans l'équipe tu as Anthony Davis, je comprends, tu vois. J'arrive à capter que tu n'oses pas donner toutes les rênes à Austin Reeves. Chaque fin de match, tu te dis, de toute façon, on passe la balle à Austin et il va make things happen, tu vois. Au début, ouais. Mais quand tu as 3 séries de playoffs où c'est à chaque fois le meilleur joueur dans le 4e quart-temps, où le mec il tremble jamais quand les minutes s'égrènent, je pense qu'ils auraient quand même dû se rendre compte à un moment. Après, peut-être que ça aurait juste évité un sweep et qu'ils avaient dans tous les cas pas ce qu'il fallait pour battre Denver, mais moi c'est ça qui m'a bluffé vraiment, c'est la confiance dans les 4e quart-temps, la dureté avec laquelle il fait tout ce qu'il fait, c'est dur. Il est agressif dans ses dribbles, dans ses shoots, quand il slash, c'est ce que disait Austin Rivers dans le podcast l'autre jour. Il disait, j'en avais parlé, je crois, on avait parlé Antoine, il y a la comparaison avec Jordan Poole. Il disait ok, Jordan Poole c'est peut-être un meilleur joueur balle en main, il sait faire plus de choses balle en main, mais il joue pas, il a un quart de la dureté d'Austin Reeves, et à choisir, tu prends Austin Reeves aujourd'hui. Alors je vais paraphraser, je vais forcer le trait, mais en fait j'ai l'impression que c'est peut-être parce que vraiment Jordan Poole m'est sorti par les yeux pendant cette série de playoffs. J'ai l'impression que c'est un peu comme si tu compares un mec qui fait du freestyle, tu vois, et un mec qui va être meneur en Pro B en fait. Ouais. Tu vois, tu vas dire, c'est qui le meilleur? Regarde, lui, il passe la balle entre les jambes, il arrive à faire tourner le ballon sur son doigt, il marque du milieu de terrain et tout. D'accord, mais mets-les dans un match maintenant. Mets-les dans un match et tu vas voir que le mec qui fait juste passe au sol, passe à deux mains, passe des accès, tu vas voir que c'est lui le meilleur joueur. Alors, bien sûr, c'est exagéré. Je suis d'accord sur le fait que Jordan Poole a une qualité de balle en main, un jeu naturel. Mais franchement, tu poses la question aujourd'hui à Steve Kerr, tu aurais préféré avoir Jordan Poole qui sort du banc ou Austin Reeves? La question, elle se pose même pas en fait. Mais même, il aurait même pas sorti du banc. Ça aurait été le deuxième meilleur joueur de Golden State. Non, mais c'est vrai. Ce qui est fou, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se moque de LeBron quand même, parce qu'il a une capacité à réécrire l'histoire et à créer du mythe. Les ricains disent capping, là. Donc en gros, mitonner quoi, à longueur de temps. Par contre, il faut lui rendre hommage. Moi, ce qui m'avait marqué dès le premier match de la série de playoffs contre Memphis, c'était à quel point LeBron s'était mis en retrait dès le début du match et avait laissé la création à Austin Reeves. Et pour le coup, ça, je pense, bien sûr, le staff technique est impliqué là-dedans. Bien sûr, les coachs avaient certainement mis le doigt là-dessus. Mais pour moi, c'était une vraie quand même marque de confiance de LeBron, parce que je l'avais tout simplement jamais vu jouer comme ça jusqu'à présent. Et je pense qu'effectivement, pour le coup, LeBron avait confiance. Alors peut-être pas depuis le premier entraînement où il l'a vu, comme il essaie de nous le raconter depuis, mais en tout cas qu'il avait vraiment confiance dans la capacité d'Austin Reeves à être ce type de joueur. Il le disait déjà l'année dernière que c'était un peu son gars, qu'il l'avait trouvé impressionnant, et que donc ouais, pour une fois, c'est sûr qu'il est pas à fond dans le. Ça s'est vu tout de suite. Et d'ailleurs, c'est drôle entre les deux l'histoire avec quand il était ado, c'était un peu un hater de LeBron. On le voyait sur les réseaux, ils ont ressorti quelques captures d'écran où il dit. Il se moque du fait qu'il n'avait pas encore de bague avant le premier titre, de choses comme ça, quoi. C'était clairement un Kobe guy et pas un LeBron guy.
Le truc, après LeBron, il prend de l'âge aussi, hein, ça joue quelque part, mais je suis tout à fait d'accord. Et surtout, à mon avis, les Lakers, en fait, ils voient des choses que nous, on n'a même pas encore eu l'occasion vraiment de voir. C'est-à-dire que ces gars, ils le voient Austin Reeves à l'entraînement dans un contexte encore plus relâché. J'imagine qu'il fait vraiment forte impression et que tout ce qu'il montre là, il le montre déjà depuis des mois à l'entraînement, que potentiellement, par moment, il prend peut-être même des séances à son compte, tu vois, ou des scrimmages où c'est lui qui domine. C'est lui qui domine les scrimmages et du coup, bah, ça te donne envie de lui faire confiance. Pour revenir sur la comparaison avec Poole, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que Austin Reeves, c'est vraiment pas juste un shooter. De toute façon, je pense que là, tout le monde s'en est rendu compte. Mais en fait, c'est même pas un shooter, en fait. C'est le shoot, il sait faire, mais c'est pas son premier point fort. Et je suis pas si sûr que ça, que techniquement, il soit moins fort que Poole. Il est peut-être moins... J'aime bien la comparaison, tu vois, du coup, il est peut-être moins flashy, parce que Poole, il est très rapide balle en main. Du coup, il a un handle, il a une aisance en dribble qui est assez folle, mais je suis pas sûr que ça veut dire qu'il soit meilleur techniquement, en fait. J'ai l'impression que Austin Reeves, dans sa manière de lire le jeu, en fait, au niveau des skills, voilà, c'est même pas la technique, je vais vraiment parler en termes de skills, qui englobe lecture du jeu, QI basket, recherche des angles, capacité à provoquer des fautes, etc. Sur tout ça, Reeves, il est plus fort que Poole. En fait. Du coup, il devrait demander un contrat. Je trouve qu'il est presque sous-estimé. En fait, je pense qu'il est sous-estimé encore, en fait, Austin Reeves, par une partie de ses pairs et par une partie du public. Je pense qu'on a vraiment un joueur qui est une star en NBA et qui peut devenir une star en NBA. En fait, le truc pour moi, je pense, c'est dans ce que tu fais sur le terrain, qu'est-ce que tu peux répliquer en fait. Et on en parlait pendant la série des Warriors en fait. Poole, il met des trucs incroyables, mais s'il prend 15 fois le tir incroyable qui fait que tout le monde se lève, s'il le prend 15 fois, combien de fois il va le mettre? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça reste un tir incroyable, mais avant tout parce qu'il rentre. Et en fait, avec Poole, souvent, pour moi, la seule différence entre un bon tir et un mauvais tir de Poole, c'est qu'il y en a un qui rentre et pas l'autre. Parce que c'est tous des mauvais. L'essentiel, c'est quand même des tirs hyper compliqués. Donc si tu arrives à les mettre tout le temps, bah, tu deviens un Stephen Curry, en gros. Parce que c'est un mec où tu dis, bah non, finalement, il est 2 mètres derrière la ligne, c'est un bon tir. Faut que tu le prennes, c'est un bon tir parce qu'il peut répliquer, répéter. Et dans moi, ce que j'adore dans Austin Reeves, et ce fait, c'est que il est en lecture permanente. Et ce qu'il fait de bien, il peut le refaire soir après soir. Et tu as totalement raison, Antoine. C'est pas un shooter, c'est un joueur qui peut shooter parce que c'est un très bon basketteur. Mais moi, en fait, dans son jeu, en fait, il y a un aspect. Alors, c'est pas le même niveau de talent fou, mais en fait, il y a un petit peu de Manu Ginobili. Je te jure que j'étais en train d'y penser. Dans les angles qu'il prend, parfois dans la finition qu'il arrive à trouver et dans sa lecture sur pick and roll. Enfin. Je trouve tu sens qu'il est alerte, qu'il regarde vraiment ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde. Et puis il a une espèce de partie talent un peu inné. Bon, après, il n'est pas aussi flashy, incroyable que Manu Ginobili. Hein. C'est quand même aussi du très très haut niveau. Mais il y a quelque chose comme ça dedans. Et effectivement, je pense que c'est aussi ce qu'il faudra voir l'an prochain maintenant. Parce que maintenant, les équipes aussi savent que c'est pas juste, tu peux pas juste venir le forcer à pénétrer en disant bah, c'est bon, je l'ai empêché de tirer à 3 points. Non, derrière, c'est là qu'il va te poser même encore plus de problèmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, là, je pense qu'on va peut-être pouvoir basculer là-dessus, c'est que on en a parlé pas mal entre nous, mais je pense que la mission numéro 1 pour les Lakers, ça doit être de garder Austin Reeves. Et ça va vraiment être la question, je pense, quand même, de cette intersaison pour les Lakers. Ça sera de voir qui voudra essayer de le choper, sachant que les Lakers peuvent s'aligner. Mais ça risque, par effet domino, quand même, de poser tout un tas de questions au staff de Los Angeles. Et je pense que c'est quand même un des dossiers les plus intéressants à suivre de cette free agency cet été. En fait, je pense que la montée en puissance de Reeves, elle va entraîner quelque part peut-être le potentiel départ de D'Angelo Russell. Tu vois, c'est-à-dire que la priorité, elle a switché. En février, au moins, il récupère Russell. L'idée, c'est sans doute lui la priorité, c'est de se dire bon, bah voilà, on a un meneur jeune, All-Star, qui revient chez nous, ça va être notre troisième option. Et non, ça a complètement. Il y a eu ça. Le transfert, paradoxalement, de Westbrook a libéré encore plus Austin Reeves. Et là, maintenant, je ne vois pas un monde dans lequel ils ne s'alignent pas. C'est-à-dire qu'eux ne peuvent proposer que 54 millions, 53 millions. Donc, clairement, ça ne va pas être ça l'offre. Il va signer, sauf s'ils font de la place avant en transférant quelqu'un, mais je pense qu'il va signer un contrat ailleurs. Je pense que toutes les équipes texanes vont s'y intéresser, que ce soit Houston, San Antonio, Dallas. Il y aura beaucoup de monde sur le dossier, toutes celles qui ont du cap.
il va signer l'offre et les Lakers vont s'aligner. L'avantage, c'est comme il est restricted free agent, tu peux passer au-dessus du cap en le re-signant. C'est-à-dire que tu peux, malgré le fait que eux, théoriquement, n'auraient pu proposer que 50 millions, ils peuvent le signer à 98 parce que c'est ce qu'il va toucher. Je pense qu'il va prendre un contrat max. Le max qu'il peut recevoir, c'est 98 millions sur 4 ans. Et je pense que c'est ce qu'il va avoir. Et les Lakers sont... Ne pas s'aligner serait, je pense, une énorme erreur pour Los Angeles. Je ne vois pas un monde dans lequel ils ne s'alignent pas. Par contre, du coup, effectivement, derrière, ils ont une masse salariale délicate. Et puis en plus, ça veut dire, pour pouvoir s'aligner et quand même recruter, il faut d'abord recruter, en fait. Donc ça dépend, il y aura toute une question de timing. Parce que dans la manière dont fonctionne le CBA, je ne vais pas trop essayer de trop en dire, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais ils ont leur cap disponible, ils vont pouvoir recruter avec. Mais à partir du moment où Reeves ils se sont alignés sur l'offre, là, il va compter dans le cap. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait recruter d'abord des joueurs et ensuite s'aligner sur l'offre faite à Reeves. Mais si Reeves, dès le premier jour, minuit, il reçoit une offre, il la signe, ça veut dire que derrière, tu n'as que 3 jours pour recruter des mecs et ensuite t'aligner. Et une fois que tu t'es aligné, par contre, ça y est, même si tu peux passer au-dessus du cap, mais tu te retrouves effectivement au-dessus du cap. Il y a un bon article, il y a un article de Benjamin Moubèche, justement, il y a 2 jours sur Basket Session à ce sujet, qui s'appelle Comment les Lakers peuvent-ils garder Austin Reeves. Donc voilà, pour compléter ça, vous pouvez aller voir, vous pouvez le lire. Exactement. Ouais, sachant que voilà, finalement, en fait, la question, c'est ce que les Lakers veulent faire avec les autres joueurs, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué pour les autres joueurs. Et je propose, on peut revenir sur Austin encore après, mais il y a un autre joueur quand même qui a été une révélation du côté des Lakers. Un joueur qui a dû donner envie aux fans des Wizards de brûler leur maison et de casser eux-mêmes leur voiture. C'est les performances de Rui Hachimura qui a montré absolument... Aux Lakers, il a montré tout ce que les Wizards auraient aimé qu'il montre quand il était à Washington, qui sort de playoffs vraiment impressionnant. Là aussi, ça risque d'être quand même un des joueurs à conserver du côté des Lakers. En tout cas, ils peuvent pas se permettre, j'imagine qu'ils peuvent pas se permettre de laisser partir pour rien. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des perfs de Rui pendant ces playoffs? Bah, c'est ce que tu viens de dire, en fait. C'est-à-dire que c'était un peu ce que... À Gonzaga, on avait vu des choses de cet ordre-là à Gonzaga. C'est un contexte très différent, mais les Wizards, pour moi, ont été une équipe tellement bizarrement coachée et avec des opportunités différentes et pas forcément adaptées. Je vais replacer mon gars Deni Avdija, mais c'est pareil pour moi. Pour moi, c'est des joueurs comme Hachimura qui seront excellents ailleurs une fois qu'ils seront sortis de la spirale aux Wizards, spirale de médiocrité. Un peu. C'est pas pour les accabler, mais il faut prendre en compte aussi qu'Hachimura, à un moment, ça, sur le plan personnel, c'était très compliqué parce qu'il y a toute la gestion autour des JO dans son pays. Il a fait une sorte de dépression. Il était plus dispo pour les Wizards. Enfin. Là, le fait qu'ils reviennent aussi bien, je pensais qu'il serait pas mal du tout pour les Lakers. Là, ce petit ajustement à la trade deadline, c'était bien. Mais ouais, non, là aussi bien. Je veux dire, à chaque fois, c'était la meilleure gâchette en sortie de banc. Les matchs à 18, 20 points, surtout au début des playoffs, là, son adresse est dingue, hein, à 3 points. Là, on voit que c'est un joueur qui est athlétique, qui sait ce qu'il fait. Je suis très, très impressionné par Hachimura, mais en même temps, c'est des choses que je suis sûr qu'on aurait pu les voir plus tôt dans sa carrière s'il n'avait pas été dans le contexte Wizards. Clairement, en fait, moi j'adore les joueurs comme Hachimura parce que c'est des gars, ils vont s'ils gèrent leur carrière intelligemment, ils vont se retrouver role-player dans des équipes très fortes, alors qu'en vérité, ils étaient amenés à faire plus. Je pense qu'Hachimura, tu le mets dans une équipe faible, ça peut être un espèce de faux franchise player. J'exagère peut-être un peu, mais tu vois, ces mecs-là qui vont tourner à plus de 20 points, juste qu'ils sont peut-être pas assez forts pour vraiment te faire gagner s'il n'y a pas d'autres joueurs forts autour. Mais ça reste c'est quand même, tu vois, tu parles du Japon, c'est la superstar cette sélection aussi, comme Gabe Vincent au Nigeria. C'est un mec qui a l'habitude d'avoir des responsabilités et d'aller scorer. Et il a une vraie capacité de scoreur. Il a une vraie capacité à scorer. Et on l'a vu sur ses playoffs. Il est athlétique, il est grand, il shoot bien. C'est un Kawhi Leonard du pauvre, peut-être du très pauvre selon la vision qu'on peut avoir de Leonard. C'est pas pour le comparer et dire qu'il deviendra comme Kawhi, pas du tout. Mais dans le jeu, je trouve qu'il y a des ressemblances. Il y a une capacité à jouer de son corps et à être un scoreur assez complet. Et voilà, ce mec-là, tu le mets dans la peau d'un role-player. Tu sais que tu n'as pas besoin de compter sur lui tous les soirs. Par contre, tu sais qu'il y a des soirs où en fait, il va jouer comme une star parce qu'il a ça en lui. Il a ça en lui et pareil, les Lakers, alors pour le coup, il est aussi free agent restricted, donc ils peuvent aussi s'aligner sur les offres.
Je pense que pareil, les Lakers ont intérêt à le garder. Mais par contre, si tu gardes tout le monde, à un moment, tu fais exploser ta masse salariale. Et est-ce que tu gagnes vraiment avec cette équipe? Tu vas miser beaucoup derrière sur les développements d'Hachimura et de Reeves, du coup. C'est pour ça que c'est compliqué, même pour le dossier Reeves, et même si je suis d'accord avec toi, hein, je pense que les Lakers devraient le garder coûte que coûte, mais je sais pas, c'est là que ça va être compliqué pour Los Angeles, en fait, parce qu'ils pourront pas garder tout le monde, et en même temps, ils veulent pas simplement garder tout le monde, ils veulent renforcer l'équipe, et en plus, ils ont une pression à court terme de se dire, il faut qu'on tire le maximum de ce qu'on peut tirer de LeBron et Anthony Davis tant qu'ils sont dans l'équipe, donc l'été est vraiment pas simple pour les Lakers, je pense. Vas-y, Antoine. Non, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, les joueurs qui risquent de sauter, c'est-à-dire que Malik Beasley, son contrat n'est pas garanti. Je fais juste un petit point un peu sur les finances. Je pense que s'ils gardent Reeves et Hachimura, ça veut dire que D'Angelo Russell, il ne peut pas rester. Et derrière, voilà, je pense que Malik Beasley, ils ne vont pas le conserver. Essayer de transférer Mo Bamba, qui a encore 10 millions en salaire, c'est un joueur que je pense sera sacrifié. Lonnie Walker, même s'il a eu un bon passage sur un match décisif, pareil, je pense que ça ne sera pas gardé. Les Troy Brown, tous ces mecs-là, c'est des joueurs qui ne seront pas gardés. Et en fait, derrière, il y a très peu de joueurs sous contrat. Par contre, ils risquent de se retrouver avec très peu de joueurs, tous grassement payés, et devoir renforcer autour. Et ça ne sera effectivement pas facile. Et s'ils gardent les deux, il va vraiment falloir que Reeves et Hachimura confirment les espoirs placés en eux, quoi. Ouais, c'est clair. Et juste pour revenir sur Rui Hachimura, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ou du moins je pense que ce qui a vraiment été déterminant pour son succès avec les Lakers, c'est la capacité, et tu en as parlé un petit peu, Antoine, à faire parler sa taille. En fait, c'est vraiment, il est grand, il est costaud, il est athlétique, et ce qui a posé beaucoup de problèmes aux Warriors, et même là où il a été bon finalement face à Denver, c'est que il a eu son adresse à 3 points extraordinaire, hein, qui est quand même, ça sera vraiment l'aspect à confirmer, mais derrière il a su faire parler sa taille en attaque, en défense, voilà. Et quand je parle de faire parler sa taille, c'est ce qui manque encore, je pense, à l'heure actuelle à un joueur comme Michael Porter Jr. pour passer un cap énorme, en fait. Si Michael Porter Jr. pouvait se servir de son volume autrement que pour être simplement capable de shooter systématiquement au-dessus de son défenseur, ça lui ouvrirait une dimension énorme. Et les Lakers, on sait que voilà, leur succès en post-season, il était basé sur une défense extraordinaire et sur une longueur et une taille, un volume qui a vraiment été impactant pour cette équipe des Lakers. Et je pense que là aussi, on l'a dit pour Miami, il faut rendre hommage au staff des Lakers. Hein. Franchement, je trouve que finalement, pour un coach rookie aussi, décidément, les playoffs sont trop usants. Darvin Ham. Merci, Darvin Ham. C'en est plus que bien sorti, et il a su donner une identité à son équipe sur la fin de saison, une fois qu'il a eu son roster final, et à se servir au mieux de ses rotations. Et voilà, c'est finalement toujours, on en revient tout le temps là, hein, c'est quand même les franchises les mieux gérées, les mieux alors les Lakers sont pas forcément la franchise les mieux gérées, mais en tout cas dans lesquelles les staffs peuvent travailler le plus sereinement, qui arrivent à faire se révéler ce type de joueur, quoi. Ouais, c'est sûr. Allez, on bascule. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire vraiment Darvin Ham, très bonne pioche au final, je trouve. Ouais, je partage. Ce qui me fait plaisir, parce que j'aimais bien le joueur déjà à l'époque, donc c'est plutôt cool. Allez, je vous propose de basculer vers une équipe dont la fanbase est impressionnante, même au sein de la rédaction. Il y a des fans mordus. On va parler un peu des Knicks. Shai, je te propose de te passer la parole, vu que tu es quand même celui qui a le plus pu vibrer au Madison Square Garden de nous tous, largement. Donc les Knicks qui ont fait quand même une bonne saison régulière, qui ont passé le premier tour en sortant Cleveland, qui n'était pas une équipe facile à manœuvrer, qui ont chuté face au Heat, mais bon, pour l'instant, qui ne l'a pas fait encore dans la conférence Est. Qu'est-ce qui t'a parlé, toi, du côté des Knicks? Il y a des petites choses déjà, parce que quand on pensait aux révélations, je me suis dit, bon, est-ce que Quentin Grimes, c'est une révélation? Quelque part, oui, par exemple, parce que il a intégré le 5, ça a confirmé le fait que Thibodeau adorait ce joueur et qu'il avait mis son veto pour des trades le concernant à l'époque, notamment autour de Donovan Mitchell, tout ça. Donc bon, mais ces stats en playoff ont été quand même compliqués, donc je ne sais pas si on peut parler de révélation. Il a montré des choses prometteuses. Hein. Pareil pour Obi Toppin, qui commence à montrer qu'il est un joueur intéressant, même si c'est en sortie de banc. Mais ce sera pas forcément partagé par même peut-être tous les fans des Knicks, mais je trouve que RJ Barrett commence à montrer des choses pour lesquelles il a été drafté aussi haut, et ce
ce qu'on attendait un peu de lui quand il était à Duke. C'est pas encore la superstar, c'est pas encore un All-Star, mais je trouve qu'il a gagné vraiment. Pour moi, ça peut être un all-around player, ça peut être un très bon attaquant, un très très bon défenseur, un bon playmaker. Et je trouve que sur cette campagne, il y a pas mal de matchs où finalement il l'a montré. Je sais qu'il y en a qui vont toujours en attendre plus de lui parce qu'on sait le talent qu'il a. Hein. À Duke avec Zion, c'était je veux dire, la différence entre les deux en termes de niveau, même si c'est pas les mêmes postes, c'était pas si évident que ça. C'est le seul mec que les Knicks ont signé depuis Charlie Ward. Faut quand même. Voilà, rien que ça. Le redire à chaque fois. Donc les Knicks, les Knicks ont l'air de quand même de partager cet avis. Ils continuent de lui faire confiance. Et même si, enfin, je veux dire, on va rester, les gens vont rester sur le dernier match qu'il fait contre Miami, il shoot à 1/10, forcément, ça va. Mais ça reste un jeune joueur, ça reste un très jeune joueur. Et moi, je préfère retenir vraiment tous les matchs très positifs qu'il a fait, où il a été autour des 20 points en playoff, il était à 19 et des brouettes, donc c'est pas mal. Il a montré, contrairement à Julius Randle, par exemple, c'est pas les mêmes joueurs, ils n'ont pas le même âge non plus, mais Randle, sur la saison de la campagne de playoff d'il y a 2 ans, 3 ans, ça avait été catastrophique, et là, il a été peut-être pas catastrophique, mais relativement décevant quand même. Là, Barrett, j'ai vu une évolution entre les deux campagnes de playoff. J'ai vu vraiment le joueur capable d'aller souvent sur la ligne, de prendre des choses en main offensivement si les autres sont un peu moins dedans, d'être toujours dans l'énergie en défense. C'est des signes qui, pour moi, sont quand même encourageants. Et encore une fois, c'est pas le même joueur, mais on peut lui imaginer une trajectoire peut-être dans quelques années à la Andrew Wiggins qui a trouvé un bon contexte pour devenir un joueur, alors peut-être pas la superstar qui était prévue en tant que first pick, mais un joueur très très respecté, all-star et essentiel dans le projet d'une équipe. C'est le modèle à suivre, je pense, hein, R.J. Barrett. Mais du coup, faut qu'il arrive, comme tu as dit, à être consistant dans plein de secteurs du jeu, quoi. Pas juste en attaque ou au scoring. Je pense que la clé, c'est un début de révélation, je dirais, pour Barrett. C'est le signe de, finalement, tout n'est pas acheté, parce qu'à un moment, malgré ses stats, malgré tout, il y avait un peu ce côté, il n'est pas assez fort pour être une star et il n'est pas assez complet pour vraiment peser dans une équipe qui gagne. Là, il y a un début de révélation en mode, il est quand même fort, mine de rien, et il peut peser, mais il faut vraiment suivre cette... Moi, je trouve que Wiggins, j'aime pas enfermer les joueurs dans des cases, mais pour le coup, c'est peut-être la meilleure trajectoire à suivre pour R.J. Barrett, c'est de se dire, OK, faut que je sois dans une équipe forte et que j'impacte le jeu de plein de manières différentes. Des fois, ça sera à moi de scorer, des fois, ça sera à moi de créer, des fois, mais en tout cas, que j'assure au moins du jeu dur, de la défense, du rebond, et j'aurai une belle carrière, quoi. Et Wiggins, ça finit sacré et All-Star, donc bon. Et parce que j'aime bien chez Barrett, juste pour finir sur, il se cache pas, c'est-à-dire que il y a de la pression sur lui. Tu joues à New York, t'as été re-signé t'es le premier jeune à être re-signé depuis Charlie Ward. C'est vrai que dit comme ça, c'est complètement fou, mais il y a de la pression, il y a des attentes. Je trouve qu'il les fuit pas et qu'il reste discipliné dans sa communication. Je le trouve quand même toujours bon, toujours volontaire pour travailler et progresser. Rien que ça, je trouve ça encourageant et prometteur, et c'était pas si évident. C'est pour ça que quelque part, c'est une révélation qu'il soit capable d'être dans une équipe qui passe un tour de playoff, être un joueur important d'une équipe des Knicks qui passe un tour de playoff. Déjà, je trouve que ça, c'est pas un mince accomplissement, et ça peut laisser présager de choses encore meilleures. Ouais, et puis là, l'avenir est quand même a jamais été aussi rose ces derniers temps pour les Knicks qu'actuellement, parce que là, ils ont quand même la confirmation qu'ils ont un corps de joueurs qui est bon. Qui est performant, que leur jeune effectivement R.J. Barrett s'est montré plutôt à son avantage malgré tout dans cette série de playoffs. Quentin Grimes, effectivement les stats font mal aux yeux, hein. Allez pas regarder ses pourcentages de réussite sur les playoffs, vous allez devoir faire le plein de collier, mais par contre défensivement il a eu un impact qui était vraiment marquant, j'ai trouvé. C'est un joueur qui a quand même montré qu'il pouvait qui pouvait être bon dans son secteur de jeu, même dans des matchs importants comme ça. Et puis, alors là, c'est pas une révélation, mais Brunson, il est tout. C'en est une, en fait, si t'as raison, c'en est une, hein, quand même. C'est une confirmation, en fait, pour un petit peu. Je trouve que c'est la confirmation que tout ce que la saison régulière a montré était transposable en playoff. Ouais. Et ça fait un moment que les Knicks n'ont pas eu un joueur qui pouvait être à la fois le visage de la franchise, qui était le leader incontesté dans le groupe et sur le terrain, et qui répondait présent en play-off. Ses performances sur les derniers matchs, là, il joue, je sais pas, s'il avait pu jouer 49 minutes, Thibodeau l'aurait fait jouer 49 minutes, hein,
Mais voilà, là le corps de l'équipe est bon. Et derrière, on sait qu'ils ont de quoi faire des ajustements, aller chercher des joueurs. Limite, c'est peut-être le moment le plus risqué maintenant parce que maintenant, faut pas se tromper sur qui tu cibles. Voilà, ça sera l'occasion certainement d'un autre podcast. Mais New York a peut-être jamais été aussi près depuis 20 ans d'avoir une vraie équipe capable d'aller loin et de manière répétée, quoi. C'est peut-être le plus dur qui commence, en fait. Pour les Knicks, c'est triste, hein, mais là, personne ne les attendait. C'était plus facile, tu vois. Là, comme tu as dit, il va falloir faire les bons choix, hein, sur Randle, sur Barrett, comment libérer Barrett, comment entourer ces mecs-là. Mais Brunson, sinon juste sur Brunson, je suis d'accord avec Shai, hein, c'est presque de la révélation. C'était pas garanti que le gars, pourtant il a déjà montré en playoff, mais c'était pas garanti qu'il allait assurer à ce point en playoff. Et j'irais même jusqu'à dire que lui aussi, il a haussé son niveau de jeu quand la situation l'exigeait, notamment à la fin de la série contre le Heat. Alors les Knicks perdent, hein, mais ils portent l'équipe à bout de bras. Quasiment tout seul, et ça, c'est très très fort. Carrément. Antoine, je crois que tu avais d'autres joueurs dont tu voulais parler du côté des révélations. Ouais, alors pour le coup, ça va rejoindre un peu du Bronson, c'est-à-dire que c'est pas forcément les premiers noms auxquels on pense, et c'est pas des vraies pures révélations. Je vais vous les donner les deux en même temps, même si c'est pas forcément tout à fait la même chose, mais c'est deux joueurs qui sont déjà des stars en fait. C'est Devin Booker et De'Aaron Fox. Alors Devin Booker, c'était même déjà une superstar. Mais j'ai l'impression que sur ces playoffs, on a vu à quel point il peut être potentiellement, sur une campagne, le meilleur joueur de la Ligue. Alors, peut-être pas le meilleur joueur du monde constamment, mais sur une campagne de playoffs, tu te dis, OK, à un moment, ça peut être les playoffs de Devin Booker et ça peut aller très, très, très loin. Ça, moi, perso, je ne l'avais pas vu venir, hein, très sincèrement. Je pensais, même si c'est vraiment que je le trouve fort, mais dans l'attitude, dans la manière dont il porte son équipe, son leadership, sa défense, en fait, les Suns, c'est vraiment devenu son équipe. Et ça, je trouve que c'est quand même une révélation de ces playoffs. Et l'autre, c'est De'Aaron Fox. Que De'Aaron Fox soit aussi fort en playoffs, même si Sacramento sort au premier tour, qu'il soit pour ses premiers playoffs aussi tranchant, je trouve qu'il y a quand même une forme de révélation. Notamment du côté des Kings de « Ah, ok, on a une star qui, là, elle peut peser, elle peut nous faire passer un tour en playoffs. » Enfin, je sais pas, depuis Chris Webber, ils n'ont pas eu ça, quoi. Donc, ça faisait quand même plus de presque bientôt 20 ans. Je trouve ça aussi assez dingue et très rafraîchissant. Ouais, c'est quatrième carton à chaque fois, c'était impressionnant. C'est une révélation de réussir à être clutch en playoff à ce niveau-là, c'est forcément une révélation. C'est un cas différent, je trouve, de Booker, mais le fait d'être dans une franchise un peu maudite, bon, tu sors au premier tour, mais voilà, là on a vu il a mûri en tant que leader, il a mûri en tant que joueur, et ça s'est clairement vu là sur cette campagne de playoff. Pour les Kings aussi, hein, et pour Fox, le plus dur commence, parce que maintenant on va les attendre. Ça va plus être l'équipe qui a plus joué de playoff depuis 50 000 ans. Là, ils vont être aussi attendus au tournant, ça va être une forme de pression. C'est un peu différent de ce que tu parlais de Booker. Moi, ce qui me surprend dans son évolution, c'est que il est passé du joueur que je considérais comme une possible star d'une équipe très médiocre à un joueur très fiable, option numéro 1 bis d'une équipe très compétitive. Et là, même avec Kevin Durant dans l'équipe, tu sens que c'est encore son équipe et tu sens qu'il peut être le meilleur joueur d'un match où il y a Kevin Durant. Effectivement, c'est pas rien. C'est stade d'adresse alors que c'est un joueur avec ce profil Kobe Bryantesque un peu. Enfin, c'est son inspiration. Hein, c'est pas toujours des choses. Il tente pas toujours des choses simples et tout ça, mais avoir une telle fiabilité dans ce qu'il tente et un tel il a une sorte de flegme, tu vois, un peu, il est calme, il exécute, il a le côté un peu tueur, alors pas silencieux parce qu'il ouvre beaucoup sa bouche. C'est clair, c'est dans les 3 mecs qui parlent le plus. Ah ouais, c'est ça. mais pas tu vois ce que je veux dire, pas en étant ultra théâtral et en gesticulant, tu vois. Il parle, mais en étant stoïque. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, tu vois. Mais bon, en tout cas, le fait qu'il a un petit peu faibli physiquement en toute fin de série, et c'est normal. Il a beaucoup joué, notamment sur la série contre les Clippers et KD aussi, mais je suis d'accord, c'est une révélation que théoriquement on puisse le mettre dans un top 5 des joueurs NBA en début de saison prochaine sans que ce soit un peu surprenant. Déjà, ça, c'est une révélation, je trouve. Ouais, je partage votre avis. En fait, pour moi, la révélation, c'est qu'il est l'option 1 d'une équipe dans laquelle il y a Kevin Durant, tout simplement, en fait. Ouais. Et pour moi, il y avait, sur ces playoffs, notamment sur le deuxième tour, il n'y avait pas vraiment photo, en fait. Bon... C'est pas étonnant vu l'âge aussi de Kevin Durant et ce qu'enlève rien à sa saison régulière complètement folle et même au statut du joueur, mais
voilà, c'est vrai que je pense qu'il a réellement passé un cap. Et pour dire Aaron Fox, je partage ton avis, Antoine. Moi, je dois faire mon mea culpa, hein. Franchement, honnêtement, depuis le début, je croyais très peu en Aaron Fox. Il y avait trop de choses qui m'agaçaient ou j'arrivais pas à le prendre au sérieux. Même ses stats, en fait, je les prenais toujours avec des guillemets, en fait, parce que c'est une équipe qui allait quand même pas, qui allait nulle part. M'a totalement donné tort. J'ai adoré l'attitude des Kings durant ces playoffs. Ils ont montré une chose qui est rare, mais notamment pour l'équipe du Kings, c'est que c'était une équipe dure. Voilà, les Malik Monk, tu vois, c'est aussi un joueur sur qui j'avais fait une croix un petit peu depuis un petit moment. En fait, ils avaient des joueurs que j'estampillais pas forcément comme étant des joueurs qui te font gagner, en fait. Je les voyais comme des joueurs qui performent, mais est-ce que c'est des joueurs qui te font gagner? Ils m'ont fait changer d'avis là-dessus. Ouais, De'Aaron Fox, super joueur, même sa fin de série, franchement, blessé à la main. Et quand même, il a quand même trouvé le moyen de continuer à être impactant, même à mettre des tirs durs. Voilà, c'est des joueurs, je pense, qui vont sortir de là avec une autre étiquette, aussi avec d'autres objectifs, hein, comme tu le disais, Shai. Et maintenant, les Kings ne sera plus une surprise. On ne pourra pas simplement se dire c'est juste une équipe de saison régulière, même s'ils ont, voilà, ils sont fait sortir au premier tour malgré tout, mais contre une équipe un petit peu atypique. Et j'entendais un podcast avec JJ Redick qui était intéressant et se posait la question de savoir si les Kings allaient continuer de faire leur gimmick là, de light the beam, là, d'allumer la lumière, ou parce que là ils l'ont fait après chaque victoire à domicile. Maintenant, quand tu as une équipe qui gagne, c'est normal de gagner en fait. Est-ce que tu vas célébrer chaque victoire à domicile si ton objectif c'est d'être champion NBA? Ça change un petit peu. Alors, ils vont le faire, je pense, hein. C'est devenu un gimmick et il y a besoin de ce capital sympathie pour que les gens s'identifient un peu, parce que sinon. Mais bon, oui, tu as raison. Maintenant, ils peuvent plus faire comme si c'était un exploit ne serait-ce que d'atteindre les playoffs. Ils peuvent plus se contenter de ça. Il faut que ce soit top 8 à chaque fois, quoi qu'il arrive. Ouais, ils vont certainement le faire encore, mais c'est un petit peu symptomatique du changement d'état d'esprit qui doit se passer si tu veux, si tu as des vrais objectifs sur le long terme, quoi. C'est vrai. C'est ça, sinon tu es juste une équipe qui va se faire sortir 4, 5, 6 ans au premier tour avant de retomber en fait dans une période de transition alors peut-être pas un marasme aussi long que ce qu'ils ont connu, mais je suis tout à fait d'accord avec Théo. Le risque là maintenant, c'est de rester une équipe sympathique en fait, même si elle joue dur. Tu vois ce que je veux dire, l'équipe sympathique qui est forte, que tu as envie d'encourager, mais qui au final sort au premier tour. Allez, moi je vous donne une dernière révélation. C'est un peu de la provoque, hein. Donc on avait fait un podcast à ce sujet-là, mais c'est Russell Westbrook quand même. Je voudrais reparler vite fait de Russell Westbrook. Révélation, simplement que voilà, c'est quand même un mec qu'on pensait au bord d'aller rejoindre Dwight Howard à Taïwan ou de prendre sa retraite, et qui a quand même pu montrer qu'il restait finalement Russell Westbrook, c'est-à-dire un joueur d'impact, un joueur qui, dans une équipe diminuée, va faire d'une équipe diminuée ou d'une équipe faiblarde, d'une équipe chiante à sortir, une équipe dure. La question de savoir si ça peut être toujours un des joueurs majeurs d'une équipe qui joue le titre ou qui gagne le titre en 2023 reste toujours aussi complexe. Je suis pas sûr que la réponse soit positive. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, en tant que fan de basket, ça m'a quand même fait plaisir de le voir sortir une série de playoffs comme ça. Des playoffs comme ça, une fin de saison comme ça avec les Clippers, et que ça soit pas comme pour avoir connu les fins de carrière d'Allen Iverson, de Gilbert Arenas, Steve Francis dans le plus catastrophique des cas. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir Russell Westbrook performer comme ça durant ces playoffs. Ah, c'est sûr, parce que moi aussi je fais partie des sceptiques. Je sais pas si c'est un bon terme quand on parle d'un mec qui a été MVP et qui va être au Hall of Fame. C'est un joueur monumental, hein, dans plein d'égards, mais je pensais vraiment qu'il y avait quasiment aucun contexte dans lequel il pouvait encore être vraiment compétitif dans une équipe ambitieuse, et je suis content qu'après cette expérience aux Lakers, où je trouve qu'on lui a manqué de respect, que ce soit dans la franchise, les médias, peut-être même nous y compris, hein, moi le premier, je pense peut-être que je sais pas, j'ai peut-être pas assez bien, c'était peut-être le contexte qui lui convenait pas. C'était vraiment génial de le revoir faire des matchs comme ça, et puis en restant fidèle à lui-même. C'est ça finalement le truc. On n'arrête pas de dire il faudrait qu'il évolue avec son temps, qu'il devienne un joueur différent. Non, lui il dit non les gars, je vais mourir comme ça, et ça peut encore je peux encore procurer du plaisir et faire du spectacle dans ce cas-là, et pas dans une équipe de bas de tableau. C'était vraiment, je suis d'accord, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Et il a relancé sa carrière au final, je pense, d'une certaine manière. Parce que, comme tu disais Théo, on était à 3 mois de ne plus le voir en NBA. En fait. Alors que là, je pense qu'il y aura des équipes intéressées. Je pense que les Clippers eux-mêmes auront
un grand intérêt pour le garder, quoi. Ouais, d'autant que visiblement, ça s'est quand même très bien passé, même en interne. Enfin voilà, honnêtement, même dès les premiers matchs, juste le revoir avec le sourire sur le terrain, ça faisait quand même plaisir parce que c'est un mec qui a toujours joué à l'énergie, à l'envie. Enfin, c'est un mec qui a jamais. Enfin, dont le succès a toujours été basé là-dessus. C'est vrai que ça faisait un peu mal au cœur de le voir dans ce rôle-là aux Lakers. On l'avait dit aussi, hein, que une fois qu'il était arrivé, enfin, notamment après l'été, il avait la tête pour porter le chapeau, en gros, quoi. Que si ça se passait mal aux Lakers, c'est lui qui allait manger. Au bout du compte, bon, bah, ça a été mieux pour les Lakers, ça a été mieux pour lui, ça a été mieux pour les Clippers. Donc tout le monde en est sorti heureux. Et puis voilà, la révélation, c'était de se dire qu'en 2023, Russell Westbrook pouvait toujours être un joueur qui te fait gagner. Peut-être pas le titre, mais en tout cas qui te faisait gagner des matchs. C'était pas le boulet qu'on a imaginé à un moment, quoi. C'est vrai. Clairement. Voilà, bah, des révélations, on risque d'en connaître ce soir, hein. Forcément, dans le match 7, il y a forcément un joueur qu'on n'avait pas vu venir qui va performer. Luc Cornet avec sa défense. Obligé. Ah, si c'est ça, il n'y a pas de CQFR demain. Ouais, c'est ça, on retire son maillot et on arrête le CQFR. C'est clair. Blague à part, j'ai trouvé ça intéressant. Puis bon, enfin, Sam Hauser a joué quand même dans le dernier match parce que c'est le joueur, je le voyais sur le banc, je disais mais lui s'il était au hit, mais en fait Harry Spoelstra il doit être dégoûté, quoi. Il doit dire je t'en sers pas de ton gars, passe-le moi, tu vois, je vais le faire jouer 25 minutes, tu vas mettre des points et tout. Bref, il y aura des révélations dans le match de ce soir. Demain, bah forcément, CQFR. Comme vous le savez ou comme on vous l'a déjà dit, le CQFR, on s'efforcera de continuer à le faire aussi les jours où il n'y aura pas match en fonction de l'actualité. C'est un format que vous avez été plusieurs à apprécier. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis sur ce format, de continuer à nous mettre des commentaires, à nous regarder. Donc, on va continuer à vous proposer des choses de ce type-là. Et puis, nous, on s'interdira pas non plus en fonction des finales, de comment ça se passe. Peut-être de faire un podcast, des podcasts un peu inopinés ou par-ci par-là. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux, sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube, sur Basket Session, où vous voulez. Nous, en tout cas, on répondra présent et on vous dit à très vite. Ciao. 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 The game is out there, and it's either play or get played.